Tout pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage avec Gustave Sanden, cofondateur de Colbert. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin. Et Mathias Vachino, directeur Europe de Trade Republic. Bonjour Antoine. Alors, je le disais, c'est pas parce que les marchés américains sont fermés aujourd'hui qu'on va pas parler d'Amérique, parce que c'est clairement là que se situent toutes les interrogations en termes de dynamique monétaire, économique, même d'investissement pour le privé. Donc, Wall Street est sous tension. Et les investisseurs se ruent quand même sur les protections anti-volatilité en ce moment, vous semblez remarquer, Gustave. Je dirais que c'est une situation assez compliquée parce que parallèlement, on a des indicateurs de volatilité tels qu'on la calcule traditionnellement avec l'indice VIX de Chicago qui sont quasiment, alors je ne veux pas dire au plus bas, mais qui ont très largement baissé depuis que Trump est au pouvoir. Comment ça se traduit concrètement sur le marché ? C'est assez étonnant parce qu'on a un VIX, c'est autour des 15 contre 22 en moyenne, donc vraiment un cran en dessous. Et pourtant, les investisseurs privés et institutionnels se positionnent massivement sur les produits de protection et de spéculation. Il y a un peu les deux mouvements. Donc il y a par exemple les tail hedge, donc les couvertures, c'est-à-dire que vous allez garder une exposition, par exemple à une action, à un indice, mais vous allez vous en protéger, ou en tout cas vous protéger de sa volatilité avec des barrières à moins 30, moins 40. En France, on connaît bien ça sous les formes de produits structurés, par exemple. On en parlera en fin d'émission. C'est la grosse hype du moment. Et je trouvais, les banquiers le savent. Je trouvais ça intéressant de voir que le parallèle se fait effectivement jusqu'à la France. Ouais. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les options 0 jour qui sont en train d'exploser. Et là, c'est plutôt des outils spéculatifs, en tout cas quand c'est dans les mains des particuliers. On avait observé effectivement un boom déjà pendant la crise Covid où il y avait eu un gros épisode de volatilité. Là, par exemple, le 31 janvier, vous avez eu 2,4 millions d'euros d'options jour qui ont été traitées contre 1,5 en moyenne. Donc, on voit un vrai effet effectivement spéculatif, alors que les indicateurs de volatilité sont plutôt bas. Ouais. Donc, on sent qu'il y a quand même une appréhension, et cette appréhension, c'est un peu l'appréhension du tweet. C'est-à-dire... tweet qui va tuer. Exactement. En fait, aujourd'hui, il peut y avoir une information massive, macroéconomique ou de géopolitique, toutes les minutes. Et je pense que le marché est en train de pricer ça, alors que finalement, les actions aujourd'hui ne le reflètent pas encore, d'où ce VIX un petit peu en dessous. Alors Gustave, justement, vous parliez justement de ce tweet qui peut tout mettre par terre. Évidemment, on pense à Donald Trump et aux dynamiques de politique commerciale en ce moment. Alors, en termes d'intention, évidemment, mais est-ce que finalement, c'est pas une approche peut-être un tout petit peu plus pragmatique que ce qu'on veut croire ? Effectivement, donc quand on écoute Donald Trump et surtout quand on écoute les principaux observateurs, on a l'impression qu'une guerre mondiale va être déclarée toutes les 10 minutes. À peu près. Quand on regarde ce sur quoi il se positionne et qu'on regarde les chiffres, on se rappelle que c'est avant tout un businessman qui prend des décisions rationnelles, parfois avec des stratégies de négociation agressives, mais souvent rationnelles. On a beaucoup parlé des tarifs douaniers. Mathias l'a d'ailleurs rappelé sur le biais de l'inflation la semaine dernière. Maintenant, ce qu'on oublie de dire, c'est quel est l'état des lieux. C'est-à-dire, quel est aujourd'hui l'état des tarifs douaniers, par exemple, entre l'Inde et les États-Unis. En fait, ils sont très largement en la défaveur des États-Unis. Et ce que dit Donald Trump est dans les sous-titres, et là, il faut commencer à lire un peu plus en profondeur, c'est qu'il serait tout à fait disposé à des politiques tarifaires beaucoup plus accommodantes avec des pays qui joueraient le jeu. Donc là, on a un son de cloche qui est quand même un petit peu différent du protectionnisme absolu. C'est plutôt une forme de réciprocité absolue, œil pour œil, dent pour dent. Et puis le côté, je tape un grand coup sur la table et ensuite on négocie. Ça, c'est la forme. Mais le fond, vous le voyez, Antoine, est plus rationnel qu'il n'y paraît. Bon, malgré tout, et vous le disiez, et vous allez le répéter, l'inflation américaine, elle n'est pas partie, et voire elle redécolle très largement. Est-ce qu'en fait, on peut parler de retour de l'inflation, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est jamais partie ? Alors, aux États-Unis, en tout cas, c'est vrai que ça a été un narratif déterminant, l'inflation. On pense à l'Inflation Reduction Act de Biden, cette politique extrêmement agressive de soutien à la consommation. Donc, la semaine dernière, les chiffres de l'inflation américaine sont ressortis en hausse. C'était supérieur aux attentes, mais c'était pas vraiment une surprise parce que on avait eu des indicateurs avancés la semaine d'avant qui nous laissaient penser que effectivement ça allait dans cette direction. Si on met en rythme annualisé ces publications de la semaine dernière, on est à en gros 6 et 4,8% d'inflation en annualisé aux États-Unis. Donc l'inflation en tout cas a cessé de baisser. Voilà, on peut pas dire
qu'elle repart à la hausse encore. C'est trop tôt pour le dire, mais il est clair qu'elle a cessé de baisser. Et c'est cette fameuse inflation collante. Oui, bien sûr. Et puis c'est une inflation qui est assez profonde aux États-Unis sur énormément de produits, etc. Il n'y a pas que évidemment le discours de Donald Trump qui l'explique. Il y a aussi des facteurs très concrets, entre autres les perturbations qu'il y a eu aux États-Unis dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des soucis climatiques énormes dans différentes régions des États-Unis, etc. Et puis on n'en parle pas assez parce que si on fait si on fait un petit peu le compte des plus grands facteurs d'inflation, c'est des choses qui tombent pas forcément sous le sens. Quand on regarde l'état de l'économie américaine, c'est les assurances auto, c'est les frais de location, c'est des choses qui passent un petit peu sous notre scope parce que nous, on se dit, le prix des fruits et légumes doit exploser. Non, c'est pas ça. C'est des choses très concrètes qui touchent le quotidien des Américains, mais pas forcément par le biais auquel on souscrit normalement, quoi. On est de manière assez claire, je crois, dans un terrain économique assez inconnu quand même, un peu partout. Je veux dire, en Europe, on a beaucoup de questions qui se posent. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs particuliers ? On peut leur dire de prendre du recul. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les indices américains restent au plus haut. Effectivement, il y a un doute sur l'inflation, ça peut devenir un problème. On ne peut pas imaginer que Donald Trump et ses équipes laissent quand même la situation économique se dégrader trop fortement parce qu'il est trop indexé là-dessus, lui. C'est-à-dire que sa performance à lui doit être une performance économique. Il faut qu'il réussisse économiquement, donc il ne pourra pas aller dans le mur. Ces techniques de négociation, on commence à y voir clair. On prend du recul par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit ? Les résultats d'entreprises en Europe, très bons. Les marchés européens se reprennent. On voit des données économiques en Chine plutôt rassurantes, en tout cas pas inquiétantes. Oui. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'on va aller dans un scénario catastrophe. Et d'ailleurs, la volatilité n'augmente pas. En revanche, les émotions provoquées par tous ces discours de ces 2 dernières semaines, en gros, sont énormes. Donc, attention à vos émotions. Je pense que c'est le principal conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux particuliers qui nous regardent, parce que le discours et la réalité, c'est 2 choses différentes. L'inflation, on va continuer de la surveiller parce que c'est le cercle vicieux dont on a tous peur, c'est-à-dire retour de l'inflation aux États-Unis, baisse de la consommation, potentiellement crise économique, qui s'étend ensuite au reste du monde, etc. etc. On sait aussi que les encours de cartes de crédit aux États-Unis sont très élevés. On sait que le crédit à la consommation, de manière générale, est très élevé aux États-Unis. Et alors, avec des taux totalement délirants, voilà. Des 20%. Donc, ça peut déraper. À ce stade, on n'a aucune raison concrète, je crois, de penser que ça va déraper. D'ailleurs, faites attention à vos émotions. On en reparlera à 11h20 avec Julien Lebenzal, le spécialiste de la finance comportementale. Ce sera à 11h20, on en reparlera justement. Une déclaration qui nous a fait beaucoup rire la semaine dernière de Donald Trump, encore une fois, sur le thème « Les Taïwanais nous ont volé la production de semi-conducteurs ». Ok. Bon, en termes de chaîne de valeur, de ce qui s'est passé ces 30 dernières années sur qui fabrique, qui conçoit, etc. Bon. Malgré tout, au milieu de tout ça et de ces déclarations, sur le thème « Et si on refabriquait à nouveau des semi-conducteurs de A à Z du côté des États-Unis », on a une valeur déchue du secteur qui s'appelle Intel, ancien leader mondial incontestable, qui a repris quasiment 25% en une semaine, un quart de son propre capital, qui s'est fait fumer depuis 2 ans, a pu savoir qu'en faire. Mais est-ce que c'est pas, au milieu de tout ça, au milieu de ces anticipations de Trump Trade, la valeur qu'on avait un petit peu oubliée finalement? Totalement. Intel avec... alors, il y a aussi un sujet où Intel pourrait faire un partenariat avec TSMC, etc. Donc, il y a d'autres sujets qui sont entrés en ligne de compte au même moment sur le cours d'Intel. Mais effectivement, Intel qui a pris donc 23,56% sur la semaine dernière. C'est un altcoin, quoi. Enfin, incroyable, une performance complètement dingue. Et effectivement, là aussi, on est sur des rumeurs. Enfin, donc j'attire évidemment l'attention des investisseurs qui seraient intéressés à se positionner là sur le titre, c'est que tout ça est assis sur un discours, pas une réalité. Donc faire la différence entre les discours et la réalité, c'est exactement ce qui va être essentiel, je crois,
pour détecter, si on veut les appeler comme ça, les Trump trades à venir, quoi. Il ne faut pas oublier qu'une usine de semi-conducteurs, ça ne se monte pas en 2 semaines. Ça se fait pas en 48 heures. Il y a des sujets énormes. Il y a des questions d'approvisionnement aussi pour les faire tourner en terres rares. C'est le gros sujet quand même des relations internationales actuellement. Il y a des sujets en Ukraine, il y a des sujets au Groenland. Enfin voilà, les terres rares, c'est un sujet quand même sous-jacent qui est extrêmement important en fait dans la diplomatie économique de Trump. Et donc voilà, attention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui en sera de la réalité ensuite? Faut avoir du recul. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que ce début de président Trump, c'est en train de faire ressurgir les vieux de la vieille de la high-tech, que ce soit Intel, que ce soit Dell, que ce soit IBM, Cisco, qui se retrouvent vraiment une seconde jeunesse à travers cette vague de l'IA. Un commentaire, Gustave Sanden, justement là-dessus? Oui, un commentaire sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, on l'avait un peu observé fin d'année dernière, la concentration du S&P 500 sur ces 7 valeurs, ces 7 magnifiques. Et on avait commencé à entamer une réflexion de dire est-ce qu'il ne faut pas justement prendre une exposition aux autres, qui pourraient être finalement les principales bénéficiaires d'une politique Trump, puisqu'elles sont plus exposées à la politique domestique que ces hyperscalers qui, eux, ont une fiscalité et même, je dirais, un mode opératoire qui est global, donc ils sont peu affectés par des politiques nationales. Et on le voit en fait depuis le début de l'année, 1% je crois pour le S&P depuis le début de l'année, bien meilleure bien meilleure performance pour le S&P équipondéré, qui reflète justement une performance équilibrée sur les 500 valeurs. On voit donc ce début de bénéfice qui s'enclenche, et Intel en est un exemple très extrême, mais on voit que c'est une tendance qui est quand même assez structurelle en fait. Ouais, et donc c'est 7 magnifiques, tiens justement on va continuer sur cette thématique, qui seront sans doute un petit peu moins magnifiques par la force des choses cette année. Un peu moins magnifique depuis le début de l'année, effectivement. Après, à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on a un méta qui quand même performe très très bien, mais certaines valeurs plus en retrait, notamment Tesla. Et en tout cas, ce n'est pas l'Eldorado de 2024 pour l'instant. Donc 1% de performance depuis le début de l'année. En revanche, effectivement, on voit effectivement ce S&P équipondéré, donc les autres valeurs, qui commencent à prendre le relais, et tout le monde cherche un petit peu à trouver la bonne formule pour qu'est-ce qui pourra suppléer ces Magnificent 7. Donc là, j'ai entendu ce matin sur le FT les Magnificent 47. Donc là, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est les 47 banques européennes. Allons-y. Oui. Qui ont de très bons chiffres. Je crois qu'on voit aussi de bons chiffres sur les banques américaines avec des flux justement qui se reportent depuis finalement les grosses valeurs tech vers les valeurs bancaires. En vue de la déréglementation que promet Donald Trump. On ne faut pas l'oublier. En vue effectivement de cette réglementation plus accommodante. Et donc c'est assez intéressant de voir en tout cas une petite rotation sectorielle qui s'opère, puisque jusque-là, on était quand même monomaniaque et tous ceux qui s'en détournaient en payaient cher, le payaient cher. Le gros relais qu'on attend tous aux États-Unis quand même, après les 7 magnifiques et la tech, on a vu évidemment la secousse DeepSeek qui posait beaucoup de questions, donc ça ouvre un peu les chakras de tout le monde aussi. En dehors des 7 magnifiques, tout à fait, c'est les small et mid cap, c'est les petites et moyennes valeurs dont on attend un an. Ça fait un an à peu près qu'on attend que sur le cycle de baisse des taux, les petites et moyennes valeurs se relancent grâce au financement. Donc évidemment, le rebond de l'inflation aux États-Unis pose question pour ces valeurs-là, parce que tant que la Fed baisse pas plus pour ces valeurs-là, ça sera difficile de se relancer. Mais ça peut être une des thématiques de 2025. Avec celle à laquelle on est en train d'assister en ce moment, qui est le retour de l'Europe. Gustave, vous parlez du secteur bancaire, une des activités préférées du secteur bancaire américain et sur lequel va sans doute y avoir une révision de la réglementation, c'est les fusions-acquisitions, les M&A. Pire démarrage en 10 ans des M&A cette année aux États-Unis. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'incertitude générale? Effectivement, on ne l'attendait pas. Je crois 873 transactions, moins 30% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc c'est un vrai repli. Pire démarrage en 10 ans, vous l'avez dit Antoine. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que c'est effectivement cet attentisme. Vous voyez, on passe d'ailleurs tous nos plateaux à discuter aussi des dernières annonces de Trump. Les banquiers en fait, et les dirigeants font un peu pareil. On attend en fait d'avoir un peu plus de visibilité. Pour ce deal flow, ou en tout cas pour les M&A, ce qu'on attend aussi, c'est de voir un marché des introductions en bourse qui repart vraiment. Il y a quelques bons exemples depuis le début de l'année, mais globalement, c'est encore un système qui est un peu à l'arrêt. En Europe, c'est extrêmement à l'arrêt. Aux États-Unis, ça reprend un petit peu, mais il faut qu'en fait, tout le flux se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un narratif qui dit la bourse ne finance pas directement l'économie. C'est faux, en fait, parce qu'elle crée la liquidité, si vous voulez, pour que toute la chaîne des capitaux fonctionne. Si vous n'avez plus de liquidité au bout, c'est-à-dire même la spéculation crée de la liquidité,
si vous n'avez pas la liquidité au bout, en fait, c'est tout le chaînon d'approvisionnement qui dysfonctionne, pour faire une analogie industrielle. C'est ce que j'allais vous dire, et c'est ce qui explique aussi peut-être qu'il y a quand même tellement peu d'introduction en bourse du côté des marchés américains aussi. C'est que théoriquement, c'est le chaînon final du private equity, c'est-à-dire d'aller, de prendre son ticket de sortie et de laisser les boîtes vivre leur vie en bourse. Et là, on a l'impression que énormément n'arrivent pas à sauter le dernier pas. Comment ça se fait ? Non, et c'était même l'inverse parfois. C'est-à-dire que sur les 2 dernières années, vous aviez une super idée chez les fonds de private equity, ça s'appelait le public to private. Voilà, c'est-à-dire que l'idée révolutionnaire, c'était de sortir les boîtes de la cote. Donc en fait, on faisait le chemin inverse. Et il y a tellement de capitaux qui ont été injectés sur les marchés privés, donc dans le private equity, que maintenant, la notion d'aller en bourse, c'est plus du tout devenu un automatisme. Voire au contraire, c'est peut-être un peu une contrainte, parce que autant vous dire que ce n'est pas exactement les mêmes exigences de transparence si vous êtes coté en bourse ou si vous ne l'êtes pas. Donc effectivement, il va falloir à un moment donné être plus accommodant vis-à-vis de ces entreprises cotées en bourse si on veut redonner de l'attractivité au marché financier et relancer finalement, encore une fois, toute cette chaîne. Oui, parce que du coup, on n'est plus face à l'offre et la demande. Là, on a un marché qui est déséquilibré, des valorisations sans doute tout à fait trompeuses. Oui, et puis c'est en grande partie sans doute irrationnel, lié à l'incertitude que fait peser Donald Trump, que fait peser aussi Elon Musk avec le Doge, sur les infrastructures de la société américaine. C'est-à-dire, si vous avez peur que les lois changent rapidement, etc., vous n'allez pas forcément enclencher une fusion-acquisition tout de suite. Donc, on se demanderait presque si finalement ce qui est en train d'arriver aux États-Unis avec cette incertitude générale qui plane comme ça, ne ressemble pas un petit peu à notre bonne vieille dissolution de juillet dernier. C'est ça. Puisque on pourrait quasiment dire qu'Elon Musk est en train de dissoudre l'administration américaine en grande partie avec le Doge. Donc ça pose énormément d'incertitudes. Mettons-nous à la place des entrepreneurs américains. Il est évident qu'en ce moment, il y a à la fois peut-être de l'espoir, d'une certaine manière, que le protectionnisme voulu par Trump porte ses fruits pour les entreprises américaines, pourquoi pas, mais il y a sans doute aussi de l'incertitude qui empêche d'agir. Donc là où nous, on sort de cette période-là en France, aux États-Unis, il semble y être. Mathias Bachino, directeur Europe de Trade Republic, et Gustave Sondenko, fondateur de Colbert. Merci d'avoir été avec nous.